Oh, et si j'étais riche, oh, et si j'étais Voilà, Ivan Rebrov, 1968, chanteur russe. Il parlait à peine le français lorsqu'il a fait chanter cette chanson qui est devenue un immense tube. Les riches, pourquoi tant de haine en France? Vendredi thématique sur Europe 1. Alors cette haine se réveille en ce moment à la faveur de l'inflation. Elle s'exprime notamment sous un angle un petit peu inédit. On en parlera tout à l'heure dans le journal de 7h30. L'angle écologiste, avec notamment des collectifs qui s'en prennent désormais aux signes extérieurs de richesse. On l'a vu à travers la polémique sur les jets privés, les yachts également cet été. Alors à chaque fois que l'on parle des riches, reviennent en boucle ces réflexes assez classiques. Et si on taxait davantage ceux qui en ont les moyens? La croissance économique est-elle équitablement partagée? Voilà les questions qu'on entend en ce moment. Et il y a une histoire de la répartition des richesses en France qui va éclairer notre rapport à la richesse et ceux qui la détiennent. Bonjour Frédéric Tristram. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes historien, spécialiste de l'histoire de l'impôt, maître de conférences à Paris 1, Panthéon, Sorbonne. Alors, on a tenté dans le journal à l'instant, Frédéric Tristram, d'évaluer à partir de quel seuil de revenus on est riche en France. Est-ce qu'on peut aborder le sujet de cette manière-là, d'après vous? Oui, vous avez donné les chiffres, c'est-à-dire les 10% les plus riches en niveau de vie, c'est un peu plus de 3 000 euros par personne, par unité de consommation, comme on dit. Donc, alors c'est un jugement de valeur, mais ça paraît relativement bas. On est riche assez tôt, finalement. On est riche assez tôt, et ça traduit aussi, 10% les plus riches. La richesse, c'est une valeur relative, et dans une économie qui progresse peu depuis quand même une vingtaine d'années, peut-être même qui s'appauvrit, quand on regarde le revenu par tête, c'est pas génial, on est vite riche, et une partie de la population est pauvre. Oui. Alors on va en reparler, mais faisons un bond en arrière, assez important dans l'histoire. On va prendre le recul, on va profiter de votre recul d'historien sur la question, Frédéric Tristram. Vous êtes quelques-uns aujourd'hui, historiens, économistes, à travailler sur la répartition de la richesse en France. C'est très en vogue aux États-Unis, je le signale. En ce qui nous concerne, on peut citer notamment les travaux de Thomas Piketty, quelques historiens. On a des chiffres assez étonnants, mais si on devait faire l'histoire de la répartition des richesses depuis la Révolution française, Frédéric Tristram, quelle grande période? Alors, en grande ligne, avec la révolution industrielle, les inégalités s'accroissent. Ce qui est un phénomène constant quand la croissance devient forte et quand on a des transformations techniques majeures. On a une appropriation, je dirais presque naturelle, du capital. Et dans toutes les sociétés, je le précise, en Chine aussi, forte croissance. C'est un phénomène, c'est une loi presque économique. Il y a un creusement des inégalités. Il y a un creusement des inégalités quand il y a des transformations structurelles de l'économie. Oui. Et donc on arrive à la veille de 1914 avec une répartition très inégalitaire à la fois des patrimoines et donc des revenus. Mais de quel ordre à peu près, Frédéric Tristram? Alors, on considère que les 10% les plus riches en France, à la veille de la guerre de 1914, c'est 50% du revenu, à peu près. Voilà. Et quand vous montez encore davantage dans les plus riches des plus riches, vous avez là une répartition encore plus inégalitaire des revenus. Je donne un autre chiffre, celui qui est donné par Thomas Piketty, c'est le taux de propriété. Le 1% des plus fortunés détient en 1910 55% de la propriété privée en France. Alors, les inégalités de patrimoine sont de toute façon toujours plus fortes, les chiffres que vous avez rappelés auparavant le montrent, sont de toute façon beaucoup plus fortes que les inégalités de revenus. Les inégalités salariales sont relativement faibles et relativement constantes dans le siècle, ce qui est assez curieux. Mais les inégalités s'expliquent essentiellement par des inégalités de patrimoine et donc de revenus du patrimoine. Vous dites à la veille de 14, on est donc à 10% des plus fortunés qui captent 50% des revenus. Qu'en est-il de la situation actuelle 2022, Frédéric Tristram? Alors aujourd'hui, les 10% les plus riches, par unité de consommation, il y a un rapport entre les 10% les plus riches et les 10% les moins riches qui est autour de 3, un peu plus de 3,2, 3,3
Oui. Les 10% les plus riches ont des revenus 3 fois et demi supérieurs par tête. Oui, Par tête, des par 10%. unité de consommation. Que des 10% les moins riches. Mais attendez, Voilà. vous êtes en train de nous dire que finalement ce sujet des inégalités en France, finalement c'est pas... Non, c'est trop. Alors voilà, c'est ce qu'on appelle le rapport interdécennal, c'est interdécile, pardon, Ouais. c'est 3,3%. Ouais. Après redistribution. Après redistribution. Alors c'est important de le préciser, Alors, mais ça veut après dire quoi exactement, Frédéric Tristram? Alors, après redistribution, c'est-à-dire que il y a en France un effort de redistribution sociale absolument considérable. Les gens n'en ont peut-être pas le conscience, mais l'impôt, la progressivité de l'impôt, Ça c'est votre grand sujet, et ça. surtout les prestations sociales, c'est-à-dire la redistribution par des prestations sociales et des prestations sociales de plus en plus assistentielles, c'est-à-dire de plus en plus dirigées vers les plus pauvres, vers ceux qui ont des difficultés de vie particulières, font que les inégalités sociales en France se sont très peu accrues depuis les années 1980, ce qui distingue fondamentalement notre pays de ses principaux partenaires européens. Je ne parle même pas de la situation outre-Atlantique ou dans d'autres pays. Alors il y a un indice qui permet d'évaluer le niveau des inégalités dans un pays. Il vaut ce qu'il vaut. C'est l'indice de Gini. Pour la France, alors sur 100 points, on est à 29,2 en France. Plus on est proche de zéro, moins il y a d'inégalités. La moyenne européenne, c'est 30,7. Donc la France fait mieux. Est un peu moins inégalitaire que les autres pays européens. Et très stable dans le temps, vous nous l'avez dit. Ceci dit, on observe quand même depuis 40 ans, ça c'est documenté par les économistes, notamment Frédéric Tristram, que le partage de la valeur, on en reparle beaucoup en ce moment, c'est déformé partout en Occident. Et que même si les écarts de revenus sont relativement faibles en France par rapport à d'autres pays, ça n'empêche pas la frustration. Et c'est ce qui expliquerait en partie notre haine anti-riche, celle que l'on voit prospérer dans le pays. Alors, c'est un phénomène compliqué à comprendre. On assiste, les inégalités s'étaient fortement accrues pendant la première partie du XXe siècle. Tout simplement parce qu'il y avait eu une destruction massive de capital par la Première Guerre mondiale, par la crise des années 30, par la Seconde Guerre mondiale. Donc on est en 1945 dans une société qui est à la fois pauvre, et relativement égalitaire. Et relativement égalitaire parce qu'elle est pauvre. Les inégalités vont se reconstituer très doucement pendant la période qu'on appelle un peu abusivement les 30 glorieuses, parce que justement il y a des mécanismes de redistribution, d'intervention, etc. Bon. Depuis les années 1980, avec les regains du libéralisme, mais surtout en raison de la mondialisation, et on peut y revenir parce que le phénomène essentiel, c'est celui-là, en raison de la mondialisation, il y a à nouveau un creusement des inégalités. Sauf en France, où justement une intervention extrêmement dynamique de l'État a fait que cette restauration des inégalités, qu'on constate un peu partout avec des degrés divers, selon les États, en réalité c'est très peu produite. Mais quel est l'effet de la mondialisation ? Alors, la mondialisation a par nature un effet sur les inégalités, à la fois par le bas, en paupérisant un certain nombre de catégories, de travailleurs modestes. Bon, il n'y a plus d'ouvriers du textile en France, par exemple. Des usines qui partent. Des usines qui partent. Voilà. Bon, ça, c'est le phénomène que l'on voit immédiatement et auquel on pense immédiatement. Mais il y a un autre phénomène par le haut. Certaines personnes, parce qu'elles sont situées sur un marché par nature mondiale, ont des revenus beaucoup plus importants. Les footballeurs, les chefs d'entreprise. Les footballeurs, c'est ça. Un footballeur en France, dans les années 1960, c'était un pays connu, mais ça n'allait pas très loin. Aujourd'hui, ce qui explique le salaire des footballeurs, c'est qu'ils ont un marché mondial devant eux. Bon. On pourrait faire la même démonstration pour des ventes de disques. On vend, Caruso a vendu très peu de disques à la veille de la guerre de 1914, tout simplement parce que la technique était encore un artiste mondialisé à une audience qui va favoriser n'importe quelle petite vedette va vendre des millions de disques et va avoir des revenus beaucoup plus importants. Donc la mondialisation est en elle-même porteuse d'inégalités. Ouais, ça c'est très intéressant. Merci beaucoup Frédéric Tristram, on aurait pu en parler. Je vais vous donner un chiffre, chers auditeurs. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure à 8h40 à propos de cette concentration de la richesse qui est un des ferments aussi de la haine anti-riche. En France, vous aviez 16 milliardaires en 1996, vous en avez 109 aujourd'hui et ce nombre a plus que doublé en l'espace de 10 ans. Ça montre bien ce qu'expliquait à l'instant notre invité, l'historien Frédéric Tristram, qu'on remercie d'être venu nous voir ce matin sur Europe 1. On aurait pu converser encore un petit moment, il y avait tant de choses à dire. Il est 7h22 sur Europe 1.